Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Aurore Laluc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste et vous avez été élue députée européenne le 26 mai dernier sur la liste de Place Publique et du Parti Socialiste. Vous signez avec d'autres élus de gauche une tribune hier dans Libération pour dénoncer la ratification par le gouvernement français du CETA, un traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Pour des raisons écologiques, écrivez-vous, les mobilisations massives, le bon score des Verts en Europe, la prise de conscience de l'écologie et du climat, tout ça, du coup, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Malheureusement, il y a un rapport de force, oui, et le gouvernement, il est aux manettes de ce rapport de force. C'est lui qui est en force sur ce sujet-là. Emmanuel Macron avait promis pendant la campagne présidentielle, je ne sais pas si vous vous rappelez, de mettre en place une commission d'experts indépendants pour tenter d'évaluer les conséquences démocratiques, sociales et environnementales et sanitaires du CETA. Cette commission s'est réunie, un rapport a été publié, ce n'était pas une bande de gauchistes à l'intérieur, et puis ont été mis en évidence justement des risques sanitaires réels, mais aussi démocratiques. C'est-à-dire qu'avec les systèmes d'arbitrage privé, espèce de système de justice parallèle, bien quelque part, certains États, certaines entreprises pourront se retourner contre des réglementations qui seront mises en place au niveau national. Donc, ils pourront demander des comptes s'il y a des réglementations qui sont mises en place, par exemple, allant vers du mieux-disant environnemental, mais que cela peut contribuer à une diminution de leurs bénéfices, de leurs profits. Donc, il nous avait fait cette promesse-là. Finalement, il s'est un peu assis dessus, puisqu'il a décidé quand même de signer. Et là, on est en train d'apprendre qu'il va y avoir une ratification accélérée, parce que Macron et Trudeau se sont vus il y a quelques jours de cela, et qu'en gros, il a été demandé à la France d'accélérer un petit peu le processus. Donc, nous, on dit que non. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, le commerce international. À titre personnel, j'ai strictement rien contre le commerce international et contre le fait que les pays échangent entre eux. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la priorité. On a une mondialisation extrêmement approfondie aujourd'hui. Je ne pense pas que la priorité, ce soit d'approfondir les échanges entre le Canada et la France. Entre la France et d'autres pays. C'est bon, ça va à ce niveau-là, très largement. En revanche, le sujet et la priorité aujourd'hui, la hiérarchie des priorités, c'est les dérèglements climatiques, c'est la montée des inégalités, c'est la lutte contre la pauvreté. Donc non, on ne ratifie pas le CETA en l'état, sûrement pas. Et puis on essaye de repenser la façon dont on va commercer aujourd'hui. On ne peut pas avoir des échanges internationaux qui vont à l'encontre de la lutte contre le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. C'est pas possible. C'est pas sérieux, ce n'est pas responsable, c'est utopique. La réalité, si on est pragmatique aujourd'hui, on change notre façon d'échanger justement. Alors là, vous signez une tribune, mais après, comment vous envisagez votre combat contre, par exemple, ce type de traité? Que peut une députée européenne en matière d'écologie? Déjà, il va falloir alerter sur ces sujets-là en permanence. Il y a un nombre d'accords dans les tuyaux aujourd'hui, absolument, c'est phénoménal tout ce qu'il y a à signer. Donc il va falloir vraiment faire du bruit, expliquer, dévoiler, montrer au grand public, faire du lien en permanence pour dévoiler la nature réelle de ces accords et le fait que nous n'en avons pas besoin. C'est pas possible que tout ça se fasse en permanence dans des couloirs. C'est pas possible que nous n'ayons pas accès en tant que députés, par exemple, si nous y avons accès, mais que la plupart des citoyens n'aient pas accès à ces textes. C'est pas possible. Dans le fonctionnement de la démocratie, ce n'est pas tenable aujourd'hui. Il y a un gros souci à ce niveau-là. Donc on va faire du bruit et puis on va aller se battre au Parlement européen. On va essayer de créer des majorités sur ce point. Il y a une évolution assez impressionnante ces 5 dernières années sur la question des accords de commerce au sein du Parlement européen. C'est-à-dire qu'il y avait toute une partie, mais disons-le clairement, de la gauche, mais aussi des Verts, qui n'étaient pas forcément à l'encontre de ce type d'accord, et on a vu que ça a vite évolué. Il va falloir poursuivre absolument cette évolution, parler entre nous, convaincre, recevoir les ONG qui se mobilisent, notamment par exemple sur la question du Mercosur. Là, on a vu qu'il y avait 340, me semble-t-il, ONG qui se mobilisaient. Il va falloir les soutenir. En fait,
on va avoir besoin d'un lien très fort entre la société civile, comme on l'appelle, et les députés, pour pouvoir faire basculer pas uniquement les majorités, mais aussi faire évoluer la bataille culturelle. C'est ça, en fait, à mon avis, le vrai enjeu. C'est-à-dire que la droite peut être plus ou moins à droite, la gauche peut être plus ou moins à gauche. Tout ça, ça dépend de la bataille culturelle. Et c'est ça qu'il va falloir mener ensemble. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup d'accords dans les tuyaux, mais alors justement, le groupe auquel vous appartenez, le groupe des socialistes et des démocrates européens, est souvent jugé comme assez libéral, et justement sur le texte du CETA, il avait appelé à voter pour le CETA. Il y avait une soixantaine de députés, d'eurodéputés seulement de ce groupe-là, qui avaient voté contre. C'est la difficulté des groupes au niveau européen, c'est-à-dire que c'est des groupes qui ne sont absolument pas homogènes. Aucun groupe n'est homogène. Par contre, on voit qu'il y a des évolutions, c'est ce que je disais à l'instant, au sein de ces groupes. Nous, dans la délégation française, il y a Éric Andrieux, par exemple. Éric Andrieux a voté contre le CETA. Mais la délégation française n'est évidemment pas représentative de tout le groupe. Mais en fait, sur ces questions-là, il n'y a aucun groupe qui correspond, j'allais dire, à la ligne que nous défendons à la délégation française. Ça veut dire qu'il va falloir travailler justement, et ça veut dire aussi qu'on a besoin de la mobilisation de la société civile pour faire bouger les lignes. Ça a quand même évolué favorablement ces dernières années. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Alors, vous aviez dit au départ que vous vouliez siéger au sein du groupe des écologistes. Finalement, vous êtes ravisé. Alors, en fait, j'avais eu une discussion, pour être totalement transparente, avec Olivier Faure et Raphaël Glucksmann sur la question des groupes. Et moi, je viens plutôt de l'écologie politique. Et quand il m'a été demandé où est-ce que je voulais siéger, j'ai répondu instinctivement oui, chez les Verts. Et puis j'ai eu une discussion avec Olivier, en a parlé d'ailleurs à France Inter. J'ai eu une discussion avec Claire Nouvian et c'est Claire qui m'a convaincue d'aller chez les sociaux-démocrates. Après, quand on voit le jeu au Parlement européen, moi je suis en train de le découvrir, je ne vais pas mentir sur ce sujet-là, on voit très bien que la pureté, entre guillemets, des groupes et la cohérence des groupes n'est absolument pas là, qu'on soit chez les Verts, chez les sociaux-démocrates ou ailleurs. Donc, je ne pense pas que la question des groupes soit finalement si déterminante que ça. Elle a été, me semble-t-il, surinvestie pendant la campagne. C'est une question essentielle. Mais donc pour vous, c'est juste un affichage, en fait, le groupe auquel on appartient. Il n'y a pas de différence de fond entre le groupe écologiste et le groupe social-démocrate. Il y a des différences de fond, mais ce n'est pas du tout représentatif. Je pense que, par exemple, la délégation française au Parlement européen peut être relativement proche de celle des Verts. Et je pense qu'il y a des écarts entre la délégation française des Verts et celle des Suédois, par exemple, qui peut être sur une perspective beaucoup plus libérale. Tous, au sein de nos groupes, il y a des différences parce qu'on n'est pas au Parlement français, on est au Parlement européen, c'est différent. Et donc pour revenir sur cette question des groupes, il y avait quelque chose d'intéressant durant la campagne européenne, c'est qu'on a commencé à en parler. Ça, c'était chouette. Ça, c'était vraiment un élément, je trouve, où on apportait quelque chose de nouveau. Par contre, ça a été surinvesti, instrumentalisé à mon sens, parce qu'il y avait tellement peu de différences programmatiques finalement durant cette élection, qu'il fallait bien trouver des différences. Donc c'était mon groupe est plus rouge que le tien, mon groupe est plus vert que le tien, mon groupe il va être nouveau, même si en fait je ne peux pas le créer, etc., etc. Ça a été surinvesti et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un élément pour une fois où on commençait à essayer de comprendre et de parler du fonctionnement du Parlement européen. Alors, avant de rejoindre Place Publique, vous étiez porte-parole de Génération. Génération n'a pas d'élu au Parlement européen. Vous êtes députée européenne, donc on peut imaginer que vous avez fait le bon choix. Mais qu'est-ce qui, au-delà des questions stratégiques, vous a motivé fondamentalement dans le projet de Place Publique ? En fait, et déjà, je regrette que Génération n'ait pas d'élu. Je pense notamment à Guillaume Balas, qui a été un formidable député européen, même si j'ai des différences stratégiques avec lui. Néanmoins, je regrette qu'il ne soit pas là, pour dire les choses clairement. Sur Place Publique, moi, ce qui m'a motivée, c'est la volonté réelle de rassemblement. Voilà, c'est des gens qui n'ont jamais lâché l'affaire sur la question du rassemblement et qui ont essayé de mener à chaque fois les négociations, pas en bilatéral, mais à plusieurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Ensuite,
c'est vrai, je connaissais plein de monde à Place Publique, Claire Nouvian, Raphaël, Thomas, etc. Porcher, ce sont des proches pour dire les choses clairement, et je ne comprenais pas cette division. Cette division à gauche me paraissait factice en fait, tant sur la question programmatique, on était quasiment tous sur la même ligne à quelques nuances près, que sur la question, encore une fois, par exemple, des groupes, qui finalement étaient le dernier élément pour pouvoir justifier le fait qu'on n'était pas ensemble. Voilà. C'était la question des groupes qui est revenue, et quand on sait vraiment comment ça se passe au Parlement européen, ça fait un peu rire. Mais le tête-à-tête final avec le Parti socialiste, ça vous a jamais dérangé? Alors moi, j'ai quelqu'un qui Parce que vous dites, non, parce que en fait, vous dites que la problématique, c'est la problématique du rassemblement qui vous a intéressé le plus dans Place Publique, mais finalement, il y a pas vraiment eu de rassemblement, puisqu'il y a juste... Il y a eu le Parti socialiste, il y a eu Nouvelle Donne aussi, faut pas l'oublier. Ah, vous savez, le rassemblement, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. Et moi, j'ai toujours été critique vis-à-vis du Parti socialiste. Je ne l'ai jamais caché. Et bien, mine de rien, le Parti socialiste a été en capacité de faire le rassemblement avec des gens qui ont été très critiques vis-à-vis d'eux. Raphaël Glucksmann a toujours été critique vis-à-vis aussi des années Mitterrand, par exemple. Bon, ben ça c'est faire preuve d'une volonté de rassemblement. Le rassemblement, il y en a qui en parlent et il y en a qui le font. Et l'inventaire qui a été fait par Olivier Faure, c'était une main tendue au rassemblement. Le fait que le Parti socialiste, quoi qu'on en pense, et encore une fois, moi j'ai toujours été très critique vis-à-vis de ce parti, fasse l'effort de se rassembler, de ne pas avoir la tête de liste, de ne pas avoir un député sur 2, etc., avec les conséquences que ça peut avoir au sein du parti, là pour le coup, on n'était pas dans les paroles, on était dans les actes. Voilà. Et moi, la campagne avec le Parti socialiste, c'est bien passé. Et notamment, surtout, avec les militants du Parti socialiste, mais les militants de la gauche en règle générale. On voyait très bien que dans les meetings, il y avait quelque chose qui se passait parce que ça faisait du bien dans la forme et dans le fond de faire évoluer un peu les choses et puis aussi parce qu'on sentait très bien qu'à gauche il y avait une volonté de mettre un bulletin dans l'urne et que cette division elle était fatigante pour les électeurs en fait. Vous allez continuer de parler avec Europe Écologie Les Verts, avec les communistes, avec peut-être même la France Insoumise? Mais moi, j'ai jamais arrêté de parler avec qui que ce soit en fait. Je suis proche de Manon Aubry, je connais Marie Toussaint, en fait on se connaît tous, faut dire les choses clairement à un moment. Mais vous allez vraiment travailler ensemble au Parlement européen? On va voir. Moi ça me paraîtrait complètement aberrant de ne pas travailler ensemble pour des raisons stratégiques. Là vous voyez, on a publié une tribune, il y a Manon Aubry l'a signée. Il n'y a pas de sujet. On retrouve des gens du Parti socialiste, de la France insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, etc. Donc on sait se réunir quand il le faut autour de combats communs. Voilà. Moi c'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'on est capable de se réunir, surtout une certaine génération, autour de combats très clairs et très identifiés. Quand vous entendez certains, Europe Écologie Les Verts, affirmer qu'il ne faut pas parler en termes de gauche et de droite, mais qu'il faut se concentrer sur l'identité écologiste, vous trouvez ça pertinent? En fait, je les comprends quelque part, parce que c'est vrai que l'écologie politique n'a pas été bien traitée ces dernières années, il faut dire les choses clairement. Ils n'ont ni à gauche ni à droite. Voilà, on est quand même pris dans un logiciel productiviste, et que quelque part, que l'écologie politique ait envie de prendre un peu sa revanche, je pense que ça peut tout à fait se comprendre. Après, moi, tous ces mots en isme, l'idée qu'il faut rassembler autour de l'écologie, je m'en fous, pour vous dire les choses clairement. J'ai envie qu'on fasse à un moment. Ce qui m'intéresse, c'est de faire, plus que les discours sur la méthode, sur le discours de la méthode, sur le rassemblement, sur l'union, sur machin, je m'en fous. Et je pense que les électeurs s'en foutent aussi royalement. À un moment, il va falloir se mettre autour de la table, avoir un programme commun
qui est déjà là en fait, et puis travailler, mais ça se fait déjà au niveau local en plus. Donc c'est là où tout cela est profondément ridicule, c'est qu'au niveau local on voit déjà très bien des unions se faire, elles existent depuis longtemps. Donc voilà, dire qu'il faut se réunir autour du socialisme, autour de l'écologie politique, que le clivage gauche-droite existe ou pas, que non il faut adopter une stratégie populiste. Moi, tout ça me fatigue en fait à titre personnel, j'avoue. Et je pense qu'on n'est pas à la hauteur des électeurs. Si on veut lutter contre le bloc bourgeois, voilà, de Amabile Palombarini, eh ben, il va falloir qu'on soit à la hauteur et qu'on arrête de se cacher derrière des grands mots. Par contre, qu'on se rassemble autour d'actions concrètes parce que c'est là-dessus qu'on sera jugé réellement. Quand on regarde en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau justement de la bataille culturelle dont on parlait tout à l'heure, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était vraiment le néolibéralisme qui était dominant. C'est-à-dire toute cette idée selon laquelle pour pouvoir créer des emplois, il faut flexibiliser le marché du travail, que la dette publique c'est le plus gros, c'est la mère de tous nos problèmes. Aujourd'hui, c'est en train de bouger. Ça bouge dans les institutions internationales, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, etc. Même Davos nous disent il faut faire de l'investissement public, il faut réduire les inégalités, il faut lutter contre le dérèglement climatique, etc., etc. On a très bien vu les déclarations de Pisani-Ferry dans les Échos la semaine dernière qui nous dit la dette écologique c'est plus important que la dette publique. Là, Olivier Blanchard nous dit il nous faut de l'investissement public, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, pourquoi ne pas investir? Donc ça bouge en ce moment, ça bouge vraiment. La bataille idéologique, elle est quasiment gagnée dans les grandes institutions. Ce serait vraiment dommage de ne pas se saisir de cela. Ce serait aussi dommage de ne pas répondre à toute la mobilisation des Gilets jaunes qui a eu lieu. Parce que ces dernières années, pendant cette phase néolibérale, on a eu une sorte de réduction des termes du débat. On s'est même interdit de penser certaines choses, de peur d'aller trop loin, de passer pour un gauchiste ridicule, etc. etc. Même la réduction du temps de travail, qui était, je pense, l'une des plus belles mesures qui a été portée ces dernières années parce qu'elle a créé de l'emploi et qu'en plus elle portait en germe un projet de société beaucoup plus égalitaire, une nouvelle façon de vivre, un nouveau rapport au travail, même si elle n'est pas parfaite, cette loi, il a fallu aller beaucoup plus loin, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait. Même ça, la gauche en a eu honte finalement. On s'est mis à penser ce qui était autorisé de penser. Là, on a les institutions internationales qui nous disent « arrêtons le délire ». De l'autre côté, on a les Gilets jaunes qui se sont mobilisés et qui ont explosé les termes du débat. C'est-à-dire que depuis les Gilets jaunes, on peut dire que la question écologique est une question éminemment sociale. On peut oser parler de la hausse du SMIC, on peut oser parler de la réforme institutionnelle. Tout ça, c'est sur la table. Ça nous facilite à nous, politiques et intellos, énormément la vie. On peut parler de tout maintenant. Donc, à nous d'être à la hauteur. Ce serait dommage de ne pas s'appuyer sur à la fois ce mouvement social et aussi celui des jeunes qui se mobilisent pour le climat, sur cette bataille qui est en train d'être gagnée au sein des universités, au sein des institutions internationales, parce qu'on a des différences sur la méthode. Enfin, je veux dire, à un moment, faisons, allons-y clairement, arrêtons de nous piquer de conférences, de tribunes et de machins. Voilà, on y va sur le fond, on se rassemble, on signe les mêmes lois quand il faut les signer, on va dans les mêmes manifs quand il faut y aller, et puis après, on verra, est-ce qu'il faut passer par un parti ombrelle, chapeau, est-ce qu'il faut tout remettre à plat et créer un mouvement unique, est-ce qu'il faut faire l'union, le rassemblement, peu importe, le principal c'est de faire. Merci beaucoup Aurore Lalucq. Merci à vous.